Sud Radio, la vérité en face, Jean-Marie Bordry. Jusqu'à 10h, vous prenez la parole sur Sud Radio au 0826 300 300. Parlons vrai. La France et l'Europe en général ont-elles les moyens de réassurer l'Ukraine? En d'autres termes, la protéger face à une possible future nouvelle invasion russe si jamais les combats cessent dans quelques jours? C'est la question qu'on se pose. On se la pose avec nos deux débatteurs du vendredi. Éric Tegner, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Président de Frontières. Vous voulez survoler les frontières, vous revenez d'Argentine chez Javier Milei? Oui, j'étais absent les 2 derniers vendredis, je m'en excuse, et j'ai fait un reportage en effet chez celui qui est très décrié en France et qui est considéré comme un populiste, mais c'est un peu différent. Bon, vous auriez pu nous rapporter une tronçonneuse en argent, tiens, comme celle avec laquelle il se promène. On est aussi avec Alex Darmon, bonjour. Journaliste politique, vous tenez notamment la chaîne YouTube Les Indécis. On revient justement sur cette proposition d'Emmanuel Macron, proposition d'ailleurs franco-britannique, une force de réassurance des soldats français, britanniques et d'autres pays volontaires qui pourraient être installés en Ukraine, sur la partie contrôlée encore par les forces ukrainiennes, pour dissuader une future invasion russe, une nouvelle invasion russe. Bonne ou mauvaise idée, Alex Darmon? Ça commence comme ça dès le vendredi matin. Oui. Non, mais en fait, il est logique dans sa réflexion, Emmanuel Macron. Il est enfin, entre guillemets, en train d'entrer en guerre, parce que depuis des semaines, il répète qu'il veut absolument dissuader la Russie de toutes les manières possibles. Vous dites d'ailleurs une force de réassurance, mais il y a aussi 2 milliards d'euros supplémentaires qui vont être distribués aux Ukrainiens. Mais il est dans sa logique. Alors, est-ce qu'après c'est une bonne ou une mauvaise idée? Ça a l'air d'être une très bonne idée vue de la part de ses partenaires européens, parce que c'est une force franco-britannique. Mais apparemment, les autres forces au sommet n'étaient pas tellement d'accord avec cette proposition. Donc il va falloir mettre tout le monde d'accord à un moment donné, parce que c'est bien d'envoyer nos soldats, mais si demain guerre il y a, il faudra quand même qu'on soit plusieurs milliers à devoir enclencher le système. Alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre de pays européens sceptiques, notamment l'Italie de Javier Milei. On en parlait ce matin dans le Grand Matin Sud Radio de Jean-Jacques Bourdin avec son invité, le général Trinquant, qui rappelait que de toute façon l'Italie, une fois qu'elle avait envoyé quelques casques bleus quelque part dans le monde, elle n'avait plus personne à mobiliser et que c'était aussi pour ça qu'elle était contre cette idée. Éric Tegner. Moi, ce que je note, c'est que pour l'instant, Emmanuel Macron n'est absolument pas en guerre autrement que dans sa tête. Il s'est ridiculisé personne clairement hier. Là, Non, mais quand Alex dit enfin, il a l'air d'y aller. On mais quand n'est je dis pas enfin, du tout. C'est pas positif. Là, pour le coup, il recule. Il y a 2 semaines, il disait oui, effectivement, faut se mobiliser. Les Français vont devoir se mettre au service de la patrie, etc. Donc, on avait cette forme d'inquiétude où on avait l'impression qu'effectivement, on allait envoyer des hommes presque sur la ligne de front. Et finalement, de toute façon, hier, avec cette conférence sur la sécurité à Paris, on a constaté qu'il est extrêmement seul, à tel point que lui-même l'a expliqué. C'est-à-dire que l'envoi de troupes finalement en France et européenne en Ukraine aujourd'hui est complètement déconsidéré. On sait que les Russes en profitent aussi, parce que les Russes n'ont pas un intérêt à avoir un cessez-le-feu tout de suite. Donc vu que Emmanuel Macron dit qu'il veut conditionner le cessez-le-feu au fait d'envoyer des hommes et qu'ils veulent pas d'hommes, chacun se renvoie la patate chaude. Et ce que je note aussi, c'est que les 2 milliards qui sont annoncés par Macron, nos auditeurs, d'aide militaire, nos auditeurs, ils doivent se dire, mais on croyait qu'il n'y avait pas d'argent. 2 milliards supplémentaires. Oui, alors déjà les 3 milliards d'avant qui étaient promis, ils sont toujours pas donnés. C'est-à-dire que c'est de la réécriture en fait. On va donner quelques armements, on va essayer de les décompter, et surtout de toute façon c'est pas lui qui décide. C'est le budget, c'est l'Assemblée nationale. On sait à quel point c'est compliqué. Et ils avaient dit quoi en commission défense? Qu'il y avait que 700 millions mobilisables et pas 2 milliards. Donc on en reparlera. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire précisément? On est face à un régime russe agressif qui envahit un pays, l'Ukraine, qui menace, c'est en tout cas la crainte d'un certain nombre de pays européens, d'en attaquer un autre plus tard. J'ai pas dit la France, mais pourquoi pas un État balte? C'est quand même la grande crainte. Donc est-ce qu'il faut reculer maintenant pour le laisser continuer à avancer? Non, mais excusez-moi, mais bon courage pour savoir ce qu'il faut faire maintenant. Déjà, ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est clarifier la position de l'OTAN vis-à-vis de l'Ukraine. Voilà, parce que c'est-à-dire, est-ce que l'OTAN doit défendre l'Ukraine? Est-ce que l'Ukraine doit rentrer dans l'OTAN? Les Américains ont dit non. Non, mais donc justement, en fait, il faut se parler. Déjà, pour commencer, il faut se parler entre. On sent bien hier dans la conférence, d'ailleurs pendant le sommet, qu'Emmanuel Macron ne veut
pas brusquer Donald Trump par rapport à avant, ça a vraiment changé. C'est-à-dire, parce qu'il y a plein d'enjeux, hein. Il y a effectivement cette guerre, mais il y a aussi les enjeux économiques, où on voit que Donald Trump, lui, tête baissée, bon bah voilà, c'est son caractère, il continue et il avance. Autant que je sache, plus personne ne parle de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, même si c'était une Très vieille bien, revendication. mais alors pourquoi l'OTAN aujourd'hui dit qu'elle va envoyer, parce que c'est l'OTAN directement, même si c'est l'Europe, pourquoi elle dit qu'elle va envoyer des soldats? pays membres de l'OTAN, mais là c'est une décision franco-britannique. Là, j'entends bien, mais sauf que l'OTAN normalement défend les pays, les forces de l'OTAN doivent défendre les pays qui sont adhérents à l'OTAN. Pas. En fait, on dit qu'on doit discuter. Commençons par écouter ce qui se dit depuis 20 ans déjà. C'est-à-dire que Vladimir Poutine, vous savez, quand on parle des pays baltes, moi je pense pas qu'il veuille aujourd'hui conquérir les pays baltes. Si on les lui donne, bien sûr qu'il va les prendre. Si on lui donnait l'Allemagne, il le prendrait aussi. Mais aujourd'hui, il n'est pas en train de se dire mon objectif numéro 1, c'est les pays baltes. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il était plutôt contre, notamment que ça rentre dans l'Union européenne ou les questions de l'OTAN. Il avait accepté. Qu'est-ce qu'il disait à chaque fois systématiquement ? Il disait tout sauf l'Ukraine. On donne l'impression aujourd'hui que finalement, c'est-à-dire tout sauf l'Ukraine. Mais il disait ok les pays baltes, ok d'autres pays, ok telle chose, mais jamais l'Ukraine dans l'OTAN. Depuis 20 ans, il dit ça. Aujourd'hui, on a réécrit le conflit en faisant comme si d'un coup Vladimir Poutine s'était dit tiens, c'est un pays voisin, j'y vais. Non, ça fait 20 ans qu'il l'explique. Donc si aujourd'hui déjà il était obligé d'attaquer. Moi, je pense que géopolitiquement et d'un point de vue géostratégique, considérant la faiblesse économique de la Russie, etc., et plein d'éléments, il y a des raisons stratégiques. Je pense pas du tout que ça soit juste de l'idéologie. Je vais vous dire, aujourd'hui, quelle est l'opposition à Vladimir Poutine en Russie ? En fait, vous savez, je vais vous dire, souvent un pays peut être, Jean-Marie, un pays, ce qui est compliqué, c'est que les gens qui m'écoutent là, ils doivent se dire, ah, il est pro-russe. Les gens qui peuvent considérer qu'un pays est ennemi, c'est notamment parce que les intérêts géostratégiques de ce pays sont fondamentalement contre les nôtres. Donc on peut les reconnaître. J'entends votre raisonnement, mais pardon, Éric, vous faites quand même bien peu de cas des premiers concernés par cette affaire. Mais je vous parle géopolitique. Oui, non, on est d'accord, mais au milieu de ça, il y a les Ukrainiens. Mais bien sûr. Vous en faites bon marché. Mais non, moi je pense justement que depuis 20 ans, si on n'avait pas essayé de faire croire que l'Ukraine, on la faisait rentrer dans l'OTAN, je vais vous dire, moi je le pense. Il y a un certain nombre d'Ukrainiens qui le veulent. Si on fait pas la paix aujourd'hui, il va prendre Kiev, il va prendre Lviv, il va prendre Odessa, je vous le dis. C'est ce qui va se passer. Vous voulez qu'on solde l'Ukraine ? Non, je n'ai pas envie, justement. Moi, je pensais en avril 2022 qu'il fallait faire un accord. Si on avait fait un accord, ça aurait pas été 20% qu'on aurait. Et de toute façon, solder l'Ukraine, je suis désolé, hein. La Crimée, Macron, il la solde déjà. Les 20% du Donbass, il les solde déjà. En avril 2022, c'était 14%. Si, dans les faits, c'est le cas. C'est ce qui se passe, en fait. Ce que je veux dire, c'est que l'opposition à Poutine en Russie aujourd'hui, elle est pro-invasion de l'Ukraine. On oublie Navalny, qui est cet opposant assassiné par Poutine. Non, je parle comme par exemple Navalny. Navalny était un opposant qu'on a soutenu. Oui, mais c'est pour ça que je parle stratégie. Quand tu parles d'opposants en Russie, excuse-moi, c'est un peu marrant quand même, parce que les opposants en Russie, on les entend pas beaucoup, et quand on les entend, on a fini de les entendre au bout de 10 minutes. Donc, à partir de là, je pense que c'est bien de dire qu'il y a des opposants. Qu'est-ce que pensent les opposants? Navalny, Navalny, pour vous, c'est pas un héros. Hein. Non, mais j'ai pas dit que c'était un héros. Moi, je parle même pas d'un héros, pas d'un héros. Juste, quand on a commencé à l'entendre, il a été mis en prison derrière. Bon, bref. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, moi, je me rappelle, mais vraiment en 2022, où t'avais toute la classe politique qui nous répétait que la Russie n'envahirait pas l'Ukraine, mais toute la classe politique mélangée, confondue, qui disait la Russie n'enverrait pas l'Ukraine. Aujourd'hui, effectivement, si on t'écoute et qu'on écoute d'autres responsables politiques, on a l'impression que la Russie va s'arrêter entre guillemets, gentiment à l'Ukraine, qu'elle n'aura aucune envie de s'étendre encore plus sur d'autres territoires européens. Et en fait, je dis pas qu'elle, en quelque sorte, je dis pas qu'elle a envie de s'étendre. Mais je dis juste qu'en fait, il y a un moment donné, quand tu es attaqué, d'une manière ou d'une autre, effectivement, l'Ukraine, c'est à côté de chez nous. L'Ukraine est attaquée. Il faut que tu sois prévoyant. On n'a pas été prévoyant pendant des dizaines d'années. Aujourd'hui, on est en train de se réveiller en disant, il faut se réarmer, il faut faire en sorte qu'on fasse un peu plus force de dissuasion, et donc, on demande aux Français d'investir dans des plans défense, bon, tout ce que tu veux. Mais en fait, si on l'avait fait il y a des années, ça, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. La vérité, elle est là aussi. Et c'est qu'on peut pas aujourd'hui se réveiller et se dire, on va trouver un plan de paix. On va faire en sorte que tout ça fonctionne, que Vladimir Poutine soit content, et on passera derrière à autre chose. C'est pas possible. C'est pas comme avant 2022, avant février 2022. On n'est plus dans cette situation-là. Demain, si on décide de faire un plan de paix, oui, il faut la paix, mais il faut pas la paix à n'importe quel prix. 0826 300 300. Prenez la parole, je vous le rappelle, la vérité en face. On se retrouve dans un instant. La réponse d'Éric Tegner. Qu'est-ce que l'Europe doit faire? Est-ce qu'elle doit protéger ce qui reste de l'intégrité territoriale ukrainienne ou pas? On en parle avec vous et on en débat sur Sud Radio. Sud Radio, la vérité en face, Jean-Marie Bordry. Et la réassurance en face, si tant est qu'elle soit possible. La France et le Royaume-Uni ont-ils les moyens de réassurer l'Ukraine, en d'autres termes de la protéger face à des futures velléités russes?
Si tant est qu'on arrive déjà à interrompre les combats. On en parle avec Éric Tegner, avec Alex Darmon également. Éric Tegner, vous alliez répondre à Alex. Oui, en fait, il faut avoir conscience, Alex, que pour faire la paix, il faut être plusieurs, notamment la personne en face. Et pour le coup, je ne veux pas aller dans le sens de ce que vous me prêtiez comme intention, Jean-Marie, tout à l'heure. Je pense que Poutine, en ce moment, n'a pas d'intérêt à faire la paix. Parce qu'il est en position de force. Il y a 1 an, 2 ans, le moment où justement les gens comme vous disiez il faut faire plier la Russie, il faut reprendre la Crimée, c'est très bien l'invasion ukrainienne pour le coup à Koursk dans les zones russes. Et bien là, ils étaient plutôt en position de faiblesse, en tout cas de fragilité pour un grand pays qui se faisait désarçonner par un aussi petit pays de l'Ukraine, même si c'était aidé par les pays occidentaux. Aujourd'hui, Poutine il déroule. Vous trouvez vraiment qu'il déroule ? Alors, attendez, on peut faire un point sur la situation quand même sur le front, parce que soit la Attention, Russie... vous allez être paradoxal, parce que vous pouvez pas d'un côté me dire il déroule pas, et de l'autre me dire qu'il est prêt à prendre les pays baltes en début d'émission. On parle pas de la même chose, on parle de ce qui pourrait se passer dans 2, 3, 4, 5 ou 10 ans d'ailleurs, c'est pour ça que c'est intéressant, et ce qui se passe en ce moment. Il n'y a pas de percée fulgurante russe sur le front en Ukraine. Il y a eu effectivement une reconquête russe dans l'oblast de Koursk, qui était un territoire russe où il y avait eu une incursion ukrainienne. Cette poche s'est effondrée, c'est vrai. Vous avez une autre toute petite incursion en ce moment du côté de la région de Belgorod par les forces ukrainiennes. Pour le reste, les Russes ont plutôt tendance à piétiner en ce moment. Alors, est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est une contrainte et une situation ? C'est un fait. Non, mais il avance. Il avance pas suffisamment vite, justement, pour que les scénarios qui font peur aux Européens, des pays baltes, etc., même de Lviv ou de Kiev, soient vraiment réels. Mais il avance et il n'a pas un intérêt en soi à faire la paix tout de suite. Et il faut savoir à nouveau que son opposition interne, c'est l'opposition ultranationaliste. C'est la même qui, en 2014, lui avait beaucoup voulu que les troupes russes soient retirées de Mariupol, qui considérait qu'à ce moment-là, alors que l'Ukraine n'était pas armée par les États-Unis, ils auraient dû poursuivre l'offensive dans le Donbass. Voilà dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Et c'est avec ces armes, je suis navré, moi je suis pas président de la République, donc j'ai pas les armes en main, c'est pas moi qui vais décider. Voilà, mais je suis même pas sûr qu'Emmanuel Macron d'ailleurs ait les armes en main aujourd'hui. À un moment, il faut jouer avec les cartes qu'on a. Alors justement, quelles cartes on a, Alex Darmon ? Non, mais moi en fait, parce qu'on dit les gens comme vous étaient pour le fait de le faire plier il y a 2 ans. En fait, alors moi je vais te dire, les gens comme vous, Eric, et ont oublié. C'est qui les gens comme vous, comme Eric, et les gens comme Alex ? Non mais on se comprend. Et les gens comme vous ont oublié qu'il y a 2 ans, Vladimir Poutine n'aurait jamais fait la paix. Enfin, mais jamais en vrai. C'est comme c'est ce que vous pensiez il y a 2 ans, Eric, il allait jamais attaquer l'Ukraine. C'est pareil. En fait, on à la décharge d'Éric Tegner, il y a beaucoup de gens qui doutaient de la volonté de Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine, et parmi tous ces gens qui en doutaient, il y avait aussi des gens qui étaient absolument pas proches de la Russie ou de Vladimir Poutine. Tout le monde a été surpris. Mais tout le monde a été surpris. Mais par la CIA. Mais donc, en vérité, moi, il y a 2 ans, enfin, il y a même 1 an et demi, je ne crois pas que Vladimir Poutine aurait fait la paix. Mais alors, pas du tout. C'est-à-dire qu'il était dans une conquête qui est toujours la sienne aujourd'hui de prendre Kiev en 3 jours, voilà. C'était l'objectif. Et donc faire la guerre, je pense qu'il sait mieux faire la guerre, ils savent mieux faire la guerre en Russie que effectivement certaines puissances européennes, et ils savaient qu'ils allaient perdre des hommes. Et donc par conséquent, à aucun moment il y a 2 ans, il y a eu une once d'espoir de pouvoir faire la paix. Et donc qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui ? Parce que c'était ça la question que je vous posais, mon cher Alex Darmon. Qu'est-ce que la France doit faire ? Est-ce qu'elle doit rester dans la remorque de Donald Trump qui dit la paix maintenant, quel qu'en soit le prix, en d'autres termes, pour les Ukrainiens ou pas ? Mais ils ont fait leur choix. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on doit faire ? Moi, je sais pas. Je suis pas président de la République comme Eric. Qu'est-ce que vous voudriez que votre pays fasse ? Mais alors ça, vous savez, c'est compliqué parce que moi, ce que je voudrais que mon pays fasse, c'est effectivement se défendre, se protéger de qui ? De la Russie. Enfin, excusez-moi, c'est la Russie aujourd'hui. On est bien d'accord. Oui, mais le problème, la France, pour vous, est menacée à moyen terme par la Russie. Mais je sais pas encore une fois si elle est menacée. Ce que je vois, ce que je regarde, ce que je constate, c'est qu'effectivement la Russie attaque l'Europe. D'une certaine manière, elle attaque l'Ukraine. L'Ukraine, c'est à 800 km, 1000 km de chez nous. Donc je vois qu'on est d'une certaine manière les deuxièmes derrière un premier volet attaqué. Maintenant, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est bien de vouloir se protéger, c'est bien de vouloir faire en sorte d'être fort. Mais si vous n'avez pas les moyens de le faire, ça peut être fatal à un moment donné. Donc par conséquent, moi ce que je voudrais, pour vous répondre clairement, c'est qu'aujourd'hui on ait plus de dissuasion. C'est ce qu'on est en train de faire, mais ça va prendre du temps et je suis pas sûr que ça marche tout de suite. Alors, Éric Tegner, une fois qu'on a fini de décorer la Tour Eiffel avec les couleurs du drapeau ukrainien et de faire des grandes déclarations d'intention, effectivement la menace russe elle est réelle. Ils nous ont déstabilisés en Afrique, ils ont poussé une propagande aussi dans les quartiers qui est sur la logique un peu d'anti-France et de décolonialisme. C'est une menace. La vraie question
attention, il faut pas se tromper. Il y a beaucoup d'autres pays aussi qui sont des menaces. Est-ce que c'est une menace existentielle? C'est ça la véritable question. Est-ce que demain, les dizaines de milliards d'euros qu'on n'a pas et qu'on va investir heureusement, parce que je suis désolé, tous ceux qui ont l'air d'être dans le camp pro-russe, c'est ceux qui depuis 30 ans appellent au réarmement. De toute façon, réarmement massif. François Fillon en 2017, lui, il voulait mettre 3% du PIB justement pour le budget de la défense. Et Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il a fait au bout de 6 mois? C'était virer le général de Villiers. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Il faut arrêter de se décrédibiliser. C'est-à-dire que quand Macron dit on va envoyer des hommes et finalement on peut pas et on va se mobiliser, on aura besoin de vous, mais en fait c'est pas un appel à la mobilisation. Mais les Russes ils se foutent de notre gueule, les Américains ils se foutent de notre gueule, et nous il y a une chose qu'on a, c'est la diplomatie à la française. Donc il faut qu'on ait de la crédibilité. Il faut arrêter de croire qu'on est les numéro 1. La diplomatie à la française. La diplomatie à la française, c'était comme le général de Gaulle, c'est-à-dire nous on a une voix qui porte et une voix indépendante au sein de l'Europe, mais on n'est pas là pour parler au nom de l'Europe, et l'Europe n'est certainement pas là pour parler en notre nom. Et donc ça c'est important. Et pour le faire, on a l'arme nucléaire. Il faut avoir une défense qui est justement crédible. Donc il faut continuer à investir dedans. Mais il faut arrêter de jouer les va-t-en-guerre, sachant qu'en plus on ne respecte jamais ces éléments-là. On ne va jamais au bout de ce qu'on dit. En un mot, tiens, pour illustrer ce qu'on disait, on parlait des relations entre la France et la Russie. Récemment, la France a annoncé, le gouvernement Manuel Valls, qu'on allait renforcer la présence militaire à Mayotte, département français. Réponse de la Russie, réaction de la Russie. La Russie, je cite, s'oppose systématiquement à la militarisation injustifiée de tout territoire avec des conséquences dangereuses pour la paix et la sécurité de certaines régions. Il parle d'un département français. On se pince quand même. Ouais, mais Mayotte, il a certaines officines pro-russes à Mayotte. C'est connu depuis des années. Donc ça, on le sait très bien. Il y a une logique stratégique, notamment des maires. On sait très bien que c'est important. Mais n'essayons pas de prendre un élément, le faire sortir du chapeau et dire vous avez vu, ça montre que c'est dangereux. On le sait très bien. Je suis désolé de pas m'être réveillé de ce monde des bisounours juste en regardant le discours d'Emmanuel Macron il y a 3 semaines. Justement pour débattre et faire valoir votre opinion. Je disais juste que cet exemple, parmi tant d'autres, les attaques informatiques, en d'autres termes, ne montrait pas une bienveillance extrême de la Russie à l'égard de la France. Je vous dis un truc. Le Qatar, on en parle depuis des années en disant que c'est un danger aujourd'hui pour la France, et il continue à investir en permanence. Aujourd'hui, on peut lire les articles sur la Ligue, etc. Ce que je veux dire, c'est que à chaque fois, ça m'énerve ce prisme politique et médiatique où on va prendre un seul élément, on va se concentrer dessus et on va essayer de faire de la propagande dessus. Les menaces, elles existent dans plein d'autres pays et elles n'ont pas l'air de déranger un certain nombre de responsables politiques. C'est pas vrai. On peut très bien dire qu'on n'est pas d'accord avec les propos effectivement et l'ingérence, que c'est de l'ingérence russe dans nos histoires, et dire qu'on n'est pas d'accord non plus avec les propos et l'ingérence du Qatar. Ça veut pas dire que parce que on dit que la Russie n'a pas à s'exprimer sur Mayotte, on dit pas dans le même temps que le Qatar, ça peut déranger, effectivement. Je parle du discours. Du discours. Mais c'est important. Président Macron, le discours d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il choisit de mettre en avant? Aujourd'hui, moi, réarmer la France, je suis à fond. Je suis à fond pour ça. Sauf que si on considère que l'ennemi numéro 1 demain, c'est la Russie, alors que ça va d'abord être la Chine, alors que c'est d'abord les questions de cybersécurité. Mais ça veut dire qu'en fait, tu parles de diplomatie française. Le président de la République, il dit que la Chine doit parler avec la France, doit parler avec la Chine, qui est le meilleur interlocuteur des Russes. Ça, c'est de la diplomatie. En fait, parfois, ça me fait penser à ceux qui avaient gagné la Première Guerre mondiale. On s'est dit, on a la meilleure armée du monde, et en 39, on s'est fait exploser parce qu'on n'a pas su s'adapter. À un moment, si demain, on considère qu'on doit mettre tout en place parce que l'ennemi numéro 1, c'est les Russes, dans 15 ou 20 ans, on réalisera qu'on a un arsenal qui est pas adapté. Moi, c'est ça qui me dérange. Bien sûr que ça doit être pris en compte. Oui, mais vous savez, c'est important les consignes. Je vais vous dire, vous aviez raison sur le fait qu'en 2022, personne l'avait vu. Et qu'est-ce qu'on a réalisé d'ailleurs? On a réalisé qu'au service de la DGSE, il y avait très peu de russophiles, qu'il y avait très peu d'enseignements. Exactement. Parce que tout simplement, on avait dit, c'est pas un problème. Donc, on réoriente les questions. Il faut pas oublier, il y a eu cette polémique il y a quelques semaines, la question de l'islamisme ou de certains pays arabes. Et ça, voilà, on a l'impression qu'on met tout le paquet sur la décharge de la DGSE, nos services secrets. D'ailleurs, il y a plusieurs citoyens français qui sont dans une situation très dangereuse en ce moment, en toute clandestinité pour servir leur pays. On sortait d'une période de vague d'attentats terroristes. Bien sûr, mais c'était pas pour les critiquer eux, c'est le politique qui, bien sûr. Mais c'est justement pour montrer que le discours politique oriente, y compris les services. On en débat avec vous vendredi prochain, pourquoi pas, quand vous reviendrez sur Sud Radio avec Patrick Roger, qui ne manquera pas de faire son retour à partir de ce lundi. Je voudrais vous remercier tous les deux. Alex Darmon, je rappelle votre chaîne YouTube Les Indécis, vous étiez plutôt décidé ce matin malgré tout. Et je remercie également notre ami jetlagué Eric Tegner, président de Frontières. On vous laisse digérer votre décalage. Exactement. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants à suivre Sud Radio Média, Valérie Expert et Gilles Gansman.
Neumann. Enfin, aussi, on est ravis de retrouver Valérie Expert, juste après les infos de 10h.